Pierre Lacombe, candidat du Parti populaire du Canada. Bonjour. Bonjour. Dans Rimouski-Témiscouata-les-Basques, évidemment. Monsieur Lacombe, on connaît surtout votre parti par votre flamboyant chef. Mais pour votre part, quelles sont vos priorités pour la circonscription de Rimouski-Témiscouata-les-Basques? Bien, le parti, c'est un parti, c'est des politiques nationales. Alors, c'est pas des politiques centrées exactement sur Rimouski. Mais ce que nous, on propose, ça va être bon pour Rimouski, ça va être bon pour tout le Canada au grand complet. Nous, ce qu'on va amener plus de liberté aux gens. On veut libérer les entrepreneurs pour qu'ils puissent créer de la richesse. On veut libérer les producteurs de lait, de la gestion de l'offre, les producteurs de sirop d'érable qui sont étouffés, qui sont pris avec un boulet. On veut leur enlever le boulet. On veut que les gens qui veulent réaliser quelque chose, un rêve, que ce soit quelqu'un qui veut se partir une boulangerie ou qui veut se partir une manufacture de chaussettes, ou qu'au lieu d'avoir des tonnes et des tonnes de papier à remplir, puis prendre tout son temps, son énergie, gaspiller là-dedans au lieu de travailler sur son projet, bien, il puisse le faire. Puis nous, ça c'est le point principal de notre programme, c'est d'offrir la liberté, plus de liberté. Donc, concrètement, comment ça va se réaliser, cette liberté supplémentaire pour les entrepreneurs? Bien, on va avoir une baisse de fiscalité, puis on va avoir une baisse des contraintes bureaucratiques et réglementaires. Et en même temps, vu qu'on va donner un souffle, un oxygène aux entreprises, on va aussi mettre fin aux subventions aux entreprises. Les subventions qui reviennent tout le temps. Parce que là, quand vous me posez la question, qu'est-ce que je vais faire pour les gens de Rimouski, oui. Je suis sûr que vous vous attendiez que j'étais pour dire « Oh, nous avons à cœur l'industrie, puis on va donner 5 millions, puis après ça, on va donner 10 millions à l'autre. » Comme ça s'est toujours fait. Et c'est quoi les résultats, finalement, de tout ça? C'est qu'à la fin du terme, tu as encore besoin des subventions parce que tu n'as pas le climat nécessaire pour vraiment te réaliser. Puis nous, c'est ça qu'on veut faire. On veut mettre les bases, créer un climat que les gens vont pouvoir créer des choses puis réaliser leurs rêves. C'est ça qui est... OK. Alors, vous dites, je comprends, une sorte de réforme fiscale, en quelque sorte. Oui. Comment ça va s'exercer? Comment ça va se faire? Bien, on va réduire au maximum les impôts des entreprises. À combien? Du même montant qu'on va couper les subventions. Alors, moi, au Québec, si on donne 6 milliards en subventions aux entreprises par année, bien, si on baisse la fiscalité des entreprises de 6 milliards, on arrive à kiff-kiff. Sauf que quand tu donnes une subvention à une entreprise, tu choisis quelle entreprise va gagner. S'il y a 20 entreprises qui font des portes et fenêtres, puis tu en subventionnes rien qu'une, les 19 autres, eux autres, c'est quoi, là? Alors là, en baissant la fiscalité, en éliminant les subventions, bien, c'est les 20 compagnies qui font des portes et fenêtres qui sont gagnantes. Cette réforme-là, elle s'effectuerait sur quelle échéance? Oh, ça serait assez rapide. Il faut que ce soit assez rapide pour qu'on ait des résultats le plus rapidement possible. J'imagine que ce n'est pas la seule mesure que vous proposez. Ah non. Vous pouvez nous en résumer les autres? Bien là, la fin de la gestion de l'offre, ça c'est sûr et certain. Oui. Comme avec le climat qu'on va mettre en place, moi là, regarde, je vais dire un secret, j'ai essayé d'acheter de la tonne de Kamouraska. Oui, le fromage. OK. Dans la fromagerie Hamel à Montréal, juste pour lui faire de la publicité, ils ont tous les fromages. Je suis pas capable d'en avoir. Pourquoi je suis pas capable d'en avoir? Parce que le gars n'est pas capable de produire pour la demande. Mais c'est parce que quand tu essayes de développer, et puis que tu n'es pas capable d'avoir de lait, parce qu'il y a des quotas, puis ils ne peuvent pas produire plus. Le gars qui a une ferme laitière, lui, s'il pourrait prendre un contrat avec la fromagerie, puis dire, OK, regarde, tu vas m'en livrer 2 fois plus, 3 fois plus. Le gars, lui, a investi, il a agrandi sa fromagerie. Puis le Québec pourrait conquérir la planète. On a des fromages extraordinaires, la sauvagine, regarde, il y en a. On ne peut pas. Ils ont toutes les mains liées. Alors ça, c'est une chose, ça. Puis ici, avec toutes les fermes, il y a une vie d'agriculture ici dans le coin. Puis il faut les aider, puis on va se le dire, il y a des suicides à travers les agriculteurs. C'est pas pour rien qu'ils se suicident, ce monde-là. Ils sont désespérés, ils sont à bout. En plus de ça, tu peux même pas transférer à tes enfants ta ferme. Fait que là, si tu as une ferme laitière, il faut que tes enfants achètent tes quotas. Comme si un petit jeune de 22, 23 ans, 24, 25 ans qui sort d'une école d'administration, il a 5-6 millions pour acheter la ferme à papa. C'est complètement fou, ça n'a pas de sens. J'ai parlé récemment au président du syndicat des producteurs laitiers de la région, et il me disait, la gestion de l'offre, ça permet par exemple
de bien répartir la production laitière dans le territoire de la région. Et aussi, ça fait en sorte que, par exemple, je ne sais pas moi, si un producteur laitier à Chandler, il ne paiera pas plus cher son transport de lait que celui qui était à Saint-Hyacinthe, à côté de l'usine de transformation. C'est pas quand même un bon aspect de la gestion de l'offre, ça? Les producteurs de lait vont pouvoir s'organiser. Les compagnies qui transportent le lait, regarde, les gars, ils peuvent s'acheter un tanker puis transporter leur lait. Et puis, on pourrait même avoir des laiteries régionales qui pourraient desservir la population locale. Et puis, tu sais, on parle souvent d'acheter local, mais ça pourrait être une chose. Mais les avantages de libérer des passes les contraintes, c'est indéniable. Là. Puis partout où ils ont libéralisé, en Nouvelle-Zélande, c'est ça qu'ils ont fait. En Nouvelle-Zélande, il y avait la gestion de l'offre. Et puis là, à un moment donné, ils ont libéralisé ça. Puis la Nouvelle-Zélande est un exportateur de lait très important. Là. Comment vous faites pour, je dirais, remettre le génie dans la bouteille? Parce que vous savez que des laiteries régionales, il y en a eu longtemps au Québec. Ouais. On les a fermées une après l'autre, en Abitibi, au Saguenay. Ici, il en reste une, là, mais qui est vraiment très spécialisée. Ouais. Comment on fait pour les ramener alors que la tendance des entreprises, des compagnies qui font la transformation de lait, c'est plutôt de centraliser, par exemple, à Saint-Hyacinthe? Bien là, c'est parce que si le coût du transport, s'il n'y a plus la gestion de l'offre, le coût du transport, à un moment donné, tu prends un crayon, un papier, tu calcules tes affaires. Alors là, si ça ne vaut plus la peine, bien, tu peux, avec les autres producteurs, se mettre ensemble, puis partir d'une laiterie et faire des produits de niche. Et puis, parce que quand tu fais des fromages fins, ça prend un lait spécifique. C'est pas du lait général. Puis quand le tanker arrive, ben, ils tombent tout ça dans le tanker, c'est tout mélangé, puis ça vient du lait ordinaire. Là. Alors là, eux autres, ben, avec les contrats qu'ils pourraient développer, avec les marchés qu'ils pourraient développer, ben là, il faudrait qu'ils transforment. Alors là, ça serait plus facile pour eux autres de transformer ça sur place que d'envoyer ça à l'autre bout. Je veux dire, tout ça va se développer naturellement. Puisqu'on parle de transport de lait, parlons de transport en général, oui. Qui est une question qui est souvent débattue dans la région. Certains veulent que l'autoroute 20, appelons ça comme ça parce qu'elle est à deux voies là, à bien des endroits, certains veulent que cette autoroute-là se rende jusqu'à Rimouski sans hiatus. Ouais. D'autres disent non, il ne faut pas faire ça parce que dans le fond, on va encourager le transport par véhicule, puis donc, évidemment, les gaz à effet de serre. Vous pensez quoi de ça? Ben, je pense qu'il faut faire la 20. La personne qui se déplace, ben, au lieu de passer dans les petits villages, puis même, tu as les touristes, tu sais, la 132, partout, tu as des beaux paysages, les gens viennent, veulent voir le paysage et tout ça. Puis tu as les gens qui, eux autres, habitent là, où ils sont en affaires, bon, tu as un rendez-vous, tu as quelque chose. Et puis, bon, ben, il y a des conflits de circulation, puis c'est même pas agréable pour les touristes, puis les gens qui veulent y aller doucement. On vit une belle journée, on voyage, puis c'est beau, puis tout ça. Alors là, quand tu as une voie de contournement pour les gens qui ne sont pas intéressés par les paysages, puis qui sont pressés, c'est magnifique, ça. Oui, allez-y. Oui, ça n'augmentera pas les gaz à effet de serre, mais ça va les diminuer, parce qu'au lieu de passer à travers des villages, s'arrêter, repartir, on est d'une vitesse constante, et puis... alors, on va même les diminuer si on fait ça. Ouais, il y a des gens qui nous entendent dire ça, puis ils vont dire je ne sais pas si on peut croire le Parti populaire quand il a ouvert sa position sur les gaz à effet de serre, parce que votre chef a souvent énoncé des positions un peu controversées là-dessus. Comment vous pouvez convaincre les gens que vous êtes, je dirais, pro-environnement? Ben moi, je suis pro-environnement, OK, au niveau des cours d'eau, la gestion des déchets, ça, c'est très important. La pollution, c'est quelque chose qui est fondamental. Il faut s'occuper de la planète. Au niveau des gaz à effet de serre, par exemple, là, il y a quelque chose qui... j'ai de la misère à comprendre les gens qui parlent de zéro carbone neutre en 2050. Ça prend 70 arbres pour effacer, annuler notre empreinte carbonique par habitant. 35 millions de Canadiens fois 70 arbres, ça fait 2,5 milliards d'arbres. Au Canada, on en a 59 milliards d'arbres. Alors, j'ai de la misère à comprendre, qu'est-ce qui se passe avec ça. Ici, à Rimouski, là, le gars qui a un pick-up, c'est parce qu'il travaille et il a besoin de mettre ses outils dans le pick-up. Il ne fait pas exprès, là. Moi, là, j'en aurais un char hybride rechargeable, ça me prendrait une extension de 400 pieds, parce que d'où j'habite, il n'y a pas d'électricité. J'ai pas le choix. Puis là, c'est comme je me fais punir, comme si j'étais un méchant salaud qui veut salir la planète. Non, j'ai pas le choix.
Puis, mec, il va y avoir des avancées technologiques. Mais même ma voiture, qui est une plus grosse voiture que ce que j'ai déjà eu, consomme beaucoup moins. Je me suis emmené ici de Repentigny, 6,5 litres au 100. Je peux-tu faire mieux que ça? Je veux dire, écoutez, quand il va y avoir d'autres avancées technologiques qui vont arriver, et puis que ça va être abordable, ben écoutez, tout le monde va vouloir... Parce qu'il n'y a personne qui est content de mettre 100 pièces de gaz. D'arriver à la pompe, là, tu mets 75 pièces à tous les semaines, il n'y a personne qui est heureux. Personne qui fait si près, dit « Ah, j'avais du gaz pour mon fruit. » Il n'y a personne. Tu sais, fait qu'à un moment donné, il y a certaines situations. Quand tu habites Montréal, tu peux prendre le transport en commun, oui, c'est parfait, ça va bien. Même que de se stationner, c'est tellement l'enfer. Alors, tu es aussi bien de prendre le temps. Mais dans une région comme le Rimouski, je veux dire, sauf que tu sors des grands villes, des grands centres, tu as besoin de ton véhicule, tu n'as pas le choix. Et puis là, ben, de subventionner des gens qui achètent des Tesla, ça non plus, je ne suis pas vraiment pour ça. Pierre Lacombe, candidat du Parti populaire du Canada dans Rimouski, Nageotte et Témiscouata-les-Basques. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne campagne. Merci.